La boîte à mensonges, c'est un roman. Et un roman, à écrire, ça prend beaucoup de temps. Ça s'étale, enfin pour moi en tous les cas, ça s'étale sur des années. Pas continuellement, bien sûr, ce sont des instants successifs, puis le livre avance, avance, et arrive un jour où il est terminé. Mais alors c'est effectivement formidable quand ce film, ce tas de brouillons que représente un livre, devient de véritables pages imprimées avec une belle couverture. Alors forcément, c'est très émouvant. Oui, c'est émouvant. C'est tout aussi émouvant d'ailleurs, tout aussi émouvant pour un film. Quand un film se termine, c'est aussi très long, c'est beaucoup de travail et d'énergie. Puis un jour, le film se termine. Ça aussi, c'est très émouvant. Justement, le voyeur, le héros de la boîte à mensonges, c'est un réalisateur. Et c'est un réalisateur qui n'arrive pas à terminer son film. Alors, on peut faire des... Non, je coupe tout de suite. Coupe tout de suite. Le voyeur n'est pas le héros du film. Il est un prétexte, il est le fil rouge du récit. Le véritable héros du film, c'est François le Charpentier, qui a une histoire très forte dans un petit village des Vosges, durant la Révolution française. On est en 1792, et la Révolution tente d'aller vers les Vosges et de pénétrer à l'intérieur des Vosges. Oui, mais le voyeur qui n'arrive pas à terminer son film, on a quand même l'impression que tu règles des comptes avec ça. C'est vrai? Non, j'ai déjà dit, le voyeur c'est un prétexte. Le voyeur, bon, il est réalisateur, il est auteur, il est confronté à la grande machine ou institution qu'est la télévision. Et effectivement, ça ne se passe pas très bien, il a des soucis, il a des problèmes, mais je ne règle pas du tout des comptes. J'essaye de raconter, au travers de Le Voyeur, de raconter l'histoire de François Charpentier, qui, par mégarde, achète un confessionnal au moment de la vente des biens de l'Église, on est en 1792. Que n'a-t-il pas fait là? Toutes les bigotes du coin et tous les gens, etc., évidemment, le prennent à partie. C'est la malédiction. Il lui arrive beaucoup d'aventures, il a beaucoup de soucis. Parce que la religion, à l'époque, est encore très prégnante, et la révolution, les idées de la révolution, ont du mal à pénétrer dans le cœur des campagnes, et de la montagne en l'occurrence. À la fin de ton roman, on reste un peu sur sa fin. Le destin de François est bien dessiné, mais celui de Le Voyeur, j'insiste, reste un peu incertain. Eh bien, je ne vais pas vous laisser, j'espère, trop longtemps sur votre fin, parce que déjà, j'imagine, j'ai commencé à travailler sur un autre Le Voyeur, toujours avec le même personnage de Le Voyeur, qui est de nouveau prise avec une autre grande aventure historique qu'il va tenter d'écrire et de réaliser pour la télévision. Mais ceci est une autre histoire, et laissons le temps de faire. Qu'est-ce que tu attends maintenant là, avec la sortie de ton livre? J'attends que le livre soit mis en place le plus largement possible, bien sûr, qu'on puisse le trouver. J'attends aussi d'avoir beaucoup de lecteurs, le plus de lecteurs possible, sans me faire trop d'illusions, bien sûr. Et également et surtout que ces lecteurs soient heureux de lire ce livre, qu'ils y éprouvent du plaisir, évidemment, et que, comment dire, qu'ils y éprouvent autant de plaisir que moi j'ai eu à l'écrire, et c'est pas peu dire. Te voilà écrivain en fait maintenant. Oh là, non, il ne faut pas brader le mot écrivain, comme il ne faut pas brader la littérature. On peut écrire un livre, le réussir, que ce soit un livre sympa, intéressant, agréable à lire, mais ce n'est pas la littérature pour autant. La littérature a une dimension totalement différente. Et il faut savoir rester dans son cadre, ce n'est pas du tout dévalorisant. Je me prétends pas écrivain, je ne suis pas écrivain. Par contre, j'adore raconter des histoires, et j'espère que celle-ci est bien écrite, ce sera déjà pas si mal.